Donc, bonjour à tous d'abord. Donc, moi, je suis Catherine Quiblier, je suis maître de conférence à l'Université de Paris et je travaille en recherche au Muséum national d'histoire naturelle, donc dans une équipe qui s'intéresse aux cyanobactéries dans toutes leurs dans, dans tous les horizons donc, qui peuvent être ouverts par ces organismes. Mais je vais vous parler aujourd'hui plus particulièrement donc, des proliférations de cyanobactéries benthiques en rivière. Donc, elles ont été évoquées tout à l'heure brièvement. Donc, ces cyanobactéries, je vais passer à la deuxième diapo. Ces cyanobactéries benthiques, d'abord, je pense que les personnes donc, qui participent à la conférence en ont certainement moins entendu parler que les cyanobactéries planctoniques. Donc, je vais juste faire un rappel un peu concernant la différence qui peut exister entre ces deux types de micro-organismes. Les cyanobactéries planctoniques, donc d'une part, qui vivent en suspension dans la masse d'eau, contrairement donc aux cyanobactéries benthiques qui, par définition, donc, se développent sur le substrat. Donc, elles forment des biofilms sur le substrat. Vous voyez ici des photos à droite. On voit sur des biofilms donc, qui se développent sur les cailloux, qui peuvent être pour ces cyanobactéries assez verts ou au contraire tendre vers des couleurs plutôt marron. Et on voit aussi la photo de rivière sur lesquelles j'ai mis des flèches. On voit que ça peut faire des ondes de sur le fond des masses d'eau. Ça peut faire aussi, on l'évoquera tout à l'heure, des développements. Elle peut faire aussi des développements sur les macrophytes qui sont en suspension dans l'eau et faire, comme c'est indiqué par ces petites flèches rouges, donc des espèces de pompons à l'extrémité de ces macrophytes, donc qui restent en suspension dans la masse d'eau. Donc, la principale différence donc, entre cyanobactéries benthiques et cyanobactéries planctoniques, c'est vraiment leur mode de développement. Les unes donc en suspension dans la masse d'eau et les cyanobactéries benthiques donc, qui se développent sur le substrat. Mais le point commun entre toutes ces cyanobactéries, c'est que toutes présentent des espèces qui sont potentiellement toxiques. Donc, je vous ai mis ici un petit tableau. Les microcystines qui sont les toxines dont vous avez certainement le plus souvent entendu parler. Donc, les producteurs sont principalement des producteurs planctoniques, mais certaines peuvent être aussi benthiques. Mais on va surtout s'intéresser, nous, aux anatoxines ici. Ces anatoxines, donc, qui sont les principales toxines qui sont mises en cause dans les intoxications qu'on peut trouver en rivière, liées donc à ces cyanobactéries benthiques. Ces anatoxines, c'est la forme d'origine, mais ça peut être aussi des dérivés de ces anatoxines qui présentent également des aspects toxiques. Et ces anatoxines, vous le voyez, elles peuvent être aussi bien produites par des cyanobactéries planctoniques, telles que Anabena ou Dolichospermum, donc qui est le nom le plus récent, mais également donc par des cyanobactéries benthiques, et les principales étant mises en cause dans les problèmes de prolifération qu'on rencontre actuellement et les problèmes d'intoxication, donc sont liées à une production par des espèces du genre Formidium qu'on appelle également maintenant Camptonema. Donc, cette problématique liée au développement des cyanobactéries benthiques, elle est plus récente que celle liée aux cyanobactéries planctoniques, même si je parle ici bien de prolifération, hein, puisque qu'on parle de cyanobactéries planctoniques ou benthiques, c'est tout à fait normal de trouver dans des lacs et des rivières des cyanobactéries. Après, le problème, il intervient quand ces cyanobactéries, elles prolifèrent de manière importante, et c'est là que les problèmes donc se développent. Donc, ces problèmes liés aux proliférations de cyanobactéries benthiques, ils sont apparus, bon, les premières publications, vous voyez, on a des publications ici en Écosse et en Irlande en 92 et en 97, mais pour l'essentiel, donc, les problématiques sont rencontrées après le début des années 2000, et on a de plus en plus, alors j'ai pas tout remis à jour ici, mais on a d'autres publications qui ont été faites plus récemment. Là, j'ai mis simplement les premières dates, en fait. Maintenant, on se rend compte depuis plusieurs années donc, que cette problématique de liée aux cyanobactéries benthiques, elle est de plus en plus rencontrée un peu partout dans le monde.
En France, donc, la première publication, elle date de 2005, suite à une intoxication de chiens sur la Loue, donc dans le Doubs, dans le département du Doubs, dans l'est de la France. Et pour la petite histoire, donc, ce chien qui était mort était celui de Dominique Voynet, qui était à l'époque la ministre de l'Environnement. Alors, quand je dis ça à mes étudiants, maintenant, Dominique Voynet, ils ne la connaissent plus, mais je pense que dans l'auditoire, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Mais en parallèle, alors actuellement dans la Loue et depuis 2003, en fait, la publication date de 2005, mais l'intoxication était en 2003. Depuis, il n'y a pas eu de problème d'intoxication dans la Loue. Par contre, de manière récurrente, tous les ans, depuis 2002, donc on a des problèmes de développement et de prolifération de cyanobactéries toxiques du genre Formidium dans le Tarn, dans la région de Saint-Émilion, donc dans les gorges du Tarn. Et c'est dans cette région en France, donc on a fait le plus de travaux actuellement, le plus d'études de recherche. Mais depuis 2017, cette problématique liée aux proliférations de cyanobactéries benthiques, eh bien, elle s'est étendue à d'autres territoires en France, et vous avez certainement entendu parler de mortalité de chiens nombreuses, enfin relativement nombreuses, et d'intoxications nombreuses également. Donc en 2017, pendant l'été 2017, sur la Loire, sur le Cher, sur la Vienne, donc dans tout un réseau hydrographique lié à la Loire, mais des mortalités également sont intervenues dans l'Ain, en Ardèche, et curieusement cette année-là, aucune mortalité n'a été notée dans la région de Saint-Émilion sur le Tarn. Donc une question par rapport à ces développements, une première question, c'est pourquoi ces cyanobactéries benthiques prolifèrent maintenant, quelles sont les conditions de développement de ces cyanobactéries benthiques et les conditions des proliférations associées aux proliférations, et quelle est la dynamique du développement. Pardon, j'ai oublié de te dire, Lydie, à chaque fois que je passais d'une diapo à une autre. J'ai suivi, pas de problème. Tu as réussi à suivre, oui, j'ai zappé, je le fais sur mon ordinateur, mais j'ai oublié de te le dire. Donc, une question liée aux conditions de développement, enfin de nombreuses questions, même liées aux conditions de développement de ces cyanobactéries benthiques et à la dynamique de ce développement. Donc là, je passe à la diapo qui concerne ces conditions de développement. Les principaux travaux qui ont été faits sur ces conditions de développement ont été faits d'abord en Nouvelle-Zélande, parce qu'il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, la problématique des proliférations de cyanobactéries benthiques, elle est devenue quelque chose de très important sur les rivières de Nouvelle-Zélande dans les années 2000. Et de très nombreuses rivières, donc en Nouvelle-Zélande, sont contaminées par ces proliférations, avec des mortalités récurrentes d'animaux également. Et donc l'essentiel des travaux qui ont été faits en Nouvelle-Zélande. Alors on a travaillé, nous, avec les Néo-Zélandais depuis 2012 sur le Tarn, donc en collaboration avec eux. Et donc, ce qu'on a pu mettre en évidence à partir des travaux effectués sur le Tarn et des travaux effectués en Nouvelle-Zélande, on observe les mêmes caractéristiques de développement, avec des proliférations qui interviennent principalement quand les températures de l'eau sont supérieures à 16 degrés. Quand on a de relativement faibles courant, mais malgré tout du courant, il faut ce faible courant, donc compris principalement entre 0,2 et 1 mètre par seconde. Au-dessous de 0,2, eh bien, on va avoir plutôt des chlorophytes, enfin d'autres espèces qui vont se développer. Et au-dessus d'1 mètre par seconde, eh bien, on va le voir, les courants sont trop importants et on a un détachement des biofilms au fur et à mesure de leur développement. Donc on n'a pas vraiment d'installation de prolifération. Donc en relation avec ces caractéristiques de développement, c'est surtout dans les zones de radier qu'on va observer ces proliférations de cyanobactéries benthiques pour des profondeurs qui restent relativement faibles, donc généralement inférieures à 60 cm, puisqu'il faut aussi que la lumière arrive suffisamment au fond pour que ces cyanobactéries puissent se développer. Caractéristique importante, surtout par rapport à ce qui a été dit avant, et c'est vrai qu'on a tendance à parler plus globalement des cyanobactéries planctoniques, puisque jusque-là, c'est surtout à elles qu'on s'est intéressé. Mais ce qu'on constate en rivière, donc, c'est que pour ces cyanobactéries benthiques, c'est que ces proliférations, elles interviennent aussi bien dans des rivières
comme étant oligotrophes que dans des rivières qualifiées comme étant eutrophes. Et si on prend le cas de la Nouvelle-Zélande, donc ces proliférations, elles surviennent dans des rivières qualifiées comme étant oligotrophes. Et puis, d'un point de vue substrat, donc pour les travaux en tout cas qui ont été faits sur le Tarn et en Nouvelle-Zélande, ces proliférations, donc elles ont été mises en évidence pratiquement de manière exclusive sur des zones de galets, sur des zones de blocs, donc entre 5 et 25-30 cm de long. Et donc ça, c'est vraiment un point commun. On observe le même profil de rivières dans le Tarn que les rivières de Nouvelle-Zélande qui sont contaminées. Et pourtant, en 2017, donc c'était une surprise aussi pour nous de voir ces développements qui sont survenus, en particulier sur la Loire, donc qui est un cours d'eau qui présente des caractéristiques morphologiques complètement différentes de ce qu'on peut rencontrer sur le Tarn. Et pourtant, donc, on a eu ces proliférations qui ont été mises en évidence sur le Cher. Et là, comme je vous l'ai fait voir rapidement sur la photo tout à l'heure, que ces proliférations, ces biofilms de cyanobactéries pouvaient aussi bien se développer sur des blocs, mais également donc en suspension dans la masse d'eau, mais accrochés donc à des macrophytes qui restent qui restent en suspens dans le courant. Et donc ça, c'était une observation complètement nouvelle par rapport à ce qu'on avait pu voir jusque-là. Alors, je passe à la diapo suivante qui concerne la dynamique du développement des proliférations, donc de la mise en place des proliférations depuis donc une colonisation qui se fait progressivement sur le substrat, généralement donc au cours de l'été, puisqu'il faut, on l'a vu, des températures qui sont généralement supérieures à 16 degrés. Et puis le recouvrement donc va s'établir comme ça progressivement. Il va se faire à la fois de manière horizontale, donc avec un étalement sur le substrat, mais on va assister également à une augmentation de l'épaisseur des biofilms, et en particulier dans les zones avec des courants qui sont les plus faibles, donc autour de 0,2, on va avoir ces épaisseurs de biofilms donc, qui vont pouvoir se développer, et on a des biofilms qui peuvent être de l'ordre de 1 à 2 cm d'épaisseur. Et ces biofilms très épais, justement, eh bien, ils s'enrichissent en oxygène en relation avec l'activité photosynthétique des cyanobactéries qui sont incluses dans ces biofilms. Et vous avez des bulles qui se constituent à l'intérieur de ces biofilms, donc qui les allègent, et ils vont être de plus en plus susceptibles de se détacher en relation avec une faible augmentation du courant, ou en relation avec une activité, un brassage qui peut être lié à une activité humaine, ou quand les chiens viennent justement jouer au bord des masses d'eau et brasser dans ces masses d'eau, et vont à ce moment-là pouvoir décrocher ces biofilms qui sont déjà très, très allégés et qui ont tendance déjà à se détacher eux-mêmes du substrat. Et à ce moment-là, on va voir, comme vous le constatez donc sur la photo en bas à droite, des flocs qui vont se former, qui vont suite au détachement du substrat, donc qui vont rester en suspension dans la masse d'eau et qui, au gré des courants, vont pouvoir venir s'accumuler sur le bord des rives. C'est à ce moment-là que le contact donc avec ces biofilms peut être le plus important, puisque c'est au bord de la rivière et puisqu'on a à ce moment-là une concentration de biofilms qui peut se faire donc sur les rives. Eh bien voilà, sur cette diapo, je précisais justement cet aspect de dérive, donc des flocs en relation avec des augmentations brutales du débit ou de la vitesse au gré d'orage, par exemple, pendant les périodes estivales, ou bien pour ces biofilms vieux qui vont être riches en oxygène, ou à l'occasion d'un brassage qui peut être effectué donc par des animaux, et en particulier par des chiens en bordure de rivière. Alors, une autre question qu'on se pose également par rapport à cette dynamique du développement des proliférations, et on a des travaux à l'étude actuellement sur un financement de l'ANSES, et on s'interroge dans la région de la Loire qui est concernée par ces proliférations, dans la zone de confluence
Cher et la Vienne, on s'interroge sur la possible contamination de la Loire, en fait, par des biofilms qui se développeraient au départ sur le Cher et la Vienne, qui sont a priori, par rapport aux connaissances qu'on avait jusque-là, qui présentent des profils plus caractéristiques des zones favorables au développement de ces biofilms. Mais néanmoins, on a pu voir sur la Loire des zones vraiment de développement de ces biofilms. Ce n'est pas simplement un transport, une remise en suspension de ces biofilms dans la Loire via le Cher et la Vienne. Donc la question, c'est de savoir si ces développements ils se font spontanément dans la Loire ou si ce sont des transports de biofilms qui vont ensuite favoriser les développements des transports via le Cher et la Vienne en particulier, qui vont favoriser ces développements dans la Loire. Donc on a toute une étude de la composition génotypique des biofilms dans le Cher, dans la Loire et dans la Vienne pour essayer justement de retracer cette dynamique. Alors les intoxications, juste une petite anecdote quand même qui a eu lieu cet été. Ces intoxications en relation avec le transport, elles peuvent conduire à des situations un petit peu atypiques. Ça a été le cas donc cet été dans le lac de Neuchâtel où on a été contacté suite à des accumulations en fait de phoques en bordure du lac de Neuchâtel et on a eu des intoxications de chiens et il s'est révélé qu'il n'y avait pas de développement réel dans le lac lui-même, mais qu'on avait justement une intoxication qui était liée à des transports de phoques via une rivière donc, qui se jetait dans le lac. Donc cet aspect transport de phoques donc, est vraiment à prendre en considération pour ce qui concerne les risques d'intoxication. Alors une autre question maintenant en relation avec ces conditions de développement, donc je passe à la diapo suivante, c'est quel peut être, et c'est important donc dans le contexte actuel, quel peut être l'impact des changements climatiques sur cette recrudescence de prolifération de cyanobactéries benthiques à laquelle on assiste donc actuellement. Et si on considère, donc en passant à la diapo suivante, si on considère les caractéristiques qu'on a pu observer dans les cours d'eau sur lesquels ces développements apparaissent dans la Loire, donc mais dans le Cher, dans la Vienne, du point de vue de la profondeur de ces masses d'eau pendant la période estivale, on a pu constater donc comme on l'a vu ailleurs, que ces développements s'effectuent principalement donc, dans des zones peu profondes, donc sont favorisés par les périodes d'étiage dans les cours d'eau, donc en période estivale. Et ce qu'on constate dans la Loire, c'est qu'en 2017, donc quand les proliférations sont apparues de manière importante et quand les premières intoxications de chiens ont été observées, et en 2019, on a fait les mêmes observations, eh bien, on était dans des années qui étaient relativement atypiques avec des étiages qui se sont installés, vous le voyez ici sur les graphiques que je présente ici qui indiquent les débits journaliers donc sur la Loire dans la zone de Saumur. On constate qu'on passe au-dessous de 700 mètres cubes par seconde dès le mois de février-mars, donc avec une période d'étiage qui est prolongée et qui s'installe donc jusqu'à l'automne, voire même jusqu'au début de l'hiver. Et on soupçonne donc que les proliférations soient favorisées par ces étiages prolongés, puisque, comme on l'a vu, eh bien, il faut un courant, mais il faut un courant relativement faible, il faut des profondeurs relativement faibles également. Et donc, ces périodes d'étiage prolongées sont en faveur justement de ces courants faibles et de ces profondeurs relativement faibles. Si on compare ce qui s'est passé, donc je passe à la diapo suivante, si on compare avec d'autres années moins atypiques, telles que 2012 ou 2016, on constate que cette barrière des 700 mètres cubes par seconde, eh bien, on la passe beaucoup plus tard, on la passe au mois de juin, voire même fin juin, et donc ces périodes d'étiage ne sont pas prolongées comme elles l'ont été en 2017 ou en 2019. Alors, on a parlé des conditions de développement, je ne sais pas où j'en suis dans le temps, dans mon timing, hein, mais on va parler maintenant de l'aspect production des toxines et risques en relation avec les risques d'exposition donc face à ces toxines. Et alors, on a fait aussi un certain nombre de travaux en collaboration avec les Néo-Zélandais en Nouvelle-Zélande et sur le Tarn. Et ce qu'on observe, c'est une très grande variabilité spatio-temporelle de la production de toxines
au niveau des biofilms. On a fait en particulier sur différentes zones, dans différentes rivières, des échantillonnages sur de relativement faibles surfaces. Là, on est sur des zones de 10 mètres sur 10 mètres. On fait des échantillonnages de cailloux donc, à l'intérieur de cette zone de 10 mètres sur 10 mètres. Et ce qu'on observe, c'est que d'un caillou à l'autre, on peut avoir, là vous voyez, on a fait vous avez des données sur plusieurs mois d'échantillonnage sur plusieurs sites dans le Tarn. Quand on est en bleu, on n'a pas de toxines détectées. En rouge, pointillé ou plein, on a des toxines qui sont détectées, quantifiées ou non quantifiables. Mais on a de la toxicité, et ce qu'on observe, donc, c'est que dans certains cas, quels que soient les cailloux qu'on prélève, on ne voit pas de toxines. Dans d'autres cas, on a des toxines partout. Et puis, dans d'autres cas, on a un caillou, il y a des toxines. Le caillou, 1 mètre plus loin, il n'y a pas de toxines. Celui d'après, il y en a de nouveau. Enfin, on a une très grande diversité d'un caillou à l'autre en termes de production de toxines et en plus en termes de concentration de toxines qui peuvent être observées au sein de ces biofilms. Donc, c'est la diapo suivante, donc une grande variabilité dans la répartition horizontale de la toxicité, et en plus, quand il y a toxicité, vous le voyez ici sur cette diapo, on a fait des échantillonnages sur le Cher et sur la Loire, dans différents sites, et on a des concentrations en toxines qui sont mesurées ici par kilo de biofilms, qui varient énormément, puisqu'on a des variations entre 8 et 200 ici milligrammes d'anatoxine donc par kilo de biofilm. Donc une grande variabilité horizontale au sein même d'une zone de prolifération, une grande variabilité en termes de production ou non production de toxines, et en plus en termes de concentration en toxines. Donc c'est quelque chose d'encore plus complexe de ce qu'on peut rencontrer pour les cyanobactéries planctoniques, où on est quand même dans une zone, quand on a une zone de prolifération, on est capable de faire des échantillonnages dans cette zone et on a quelque chose quand même de relativement homogène au sein d'une zone. Ici, on voit que l'évaluation du potentiel toxique au sein d'une prolifération, elle est extrêmement complexe en relation justement avec cette très forte hétérogénéité. Une autre question qui se pose en relation avec cette production de toxines au sein des biofilms, c'est le transfert des toxines de poissons. Alors oui, j'ai oublié de préciser, quand même, c'est que c'est une chose importante, c'est que ces toxines, ce sont les anatoxines, donc ce sont des neurotoxines, donc qui conduisent, je l'ai dit, à des mortalités d'animaux. Ces mortalités d'animaux, elles peuvent se faire, là on a une toxicité aiguë, elles peuvent se faire de manière très rapide, en quelques dizaines de minutes, un quart d'heure, en fonction de la taille de l'animal, et en particulier de la taille du chien, puisque à l'heure actuelle, ce sont eux qui sont les plus concernés. Et donc c'est une réelle, ça pose des questions réelles en termes de risques toxiques, pas seulement par rapport aux animaux, mais par rapport aux humains également. Et puis cette contamination des humains, elle pourrait se faire, puisque heureusement on n'a jamais eu de situation actuellement. Elle pourrait se faire directement, en particulier pour de jeunes enfants qui seraient amenés à aller s'amuser sur le bord des rivières et à être en contact donc direct avec ces biofilms. Et elle peut se faire également via la contamination des poissons qu'on peut être amené donc à consommer. Donc en 2017, quand on a eu ces premières contamination, prolifération sur la Loire et le Cher. Donc on avait été amené au muséum donc à s'associer avec le PTB Loire et avec des fédérations de pêche pour qu'ils récupèrent des poissons. Et les premiers dosages qui ont été faits, recherche de toxines et dosage de ces toxines qui ont été faites sur les poissons, ont montré, en travaillant sur différents types de tissus, l'encéphale, les intestins, les muscles, donc qui sont susceptibles d'être consommés, ont montré qu'on pouvait avoir une accumulation de ces toxines donc dans les tissus, et également quand on travaille sur des poissons entiers, tels que des poissons de friture. Donc ça, c'était en 2017. En 2019, donc dans le cadre du projet qu'on a en cours avec l'ANSES,
On a travaillé également donc sur le Loir, sur le Cher et sur la Vienne avec de nouveaux échantillonnages de poissons. Et là, en utilisant pourtant exactement la même méthodologie et en travaillant également justement avec des échantillons qui avaient été prélevés 2 ans avant. Donc sur les poissons prélevés 2 ans avant, on a bien retrouvé les toxines. Par contre, en travaillant sur les échantillons de poissons de cette année 2017, là, aucune accumulation de toxines n'a été retrouvée dans les tissus des poissons, quel que soit le tissu considéré au niveau du foie, des intestins ou des muscles. On arrive à la fin du temps, s'il te plaît. Pardon ? On arrive à la fin du temps. Donc, oui, je termine. Merci. Donc ça montre une problématique qui est relativement complexe, donc puisqu'on a une très grande variabilité. On montre par ces différents échantillonnages et ces résultats sur les poissons une très grande variabilité qui peut être liée aussi à une influence liée à l'âge des poissons, à leurs habitudes alimentaires, à la durée des proliférations. Et en plus, donc, à cette variabilité en termes de toxines qu'on peut avoir au sein de ces proliférations elles-mêmes. Alors, je passe à la fin de cet exposé maintenant, en relation juste pour vous dire 2 mots concernant la surveillance des cyanobactéries benthiques. Ces cyanobactéries benthiques, il ne vous aura pas échappé que jusque-là, il n'y a eu aucune recommandation qui ait été faite sur leur surveillance. Les recommandations actuelles ne concernent que les cyanobactéries planctoniques. Rapidement sur la diapo suivante, un arbre décisionnel a été actuellement proposé donc dans le dernier, suite au dernier groupe de travail de l'ANSES avec les données publiées donc en 2020, un rapport publié en 2020, mais Carole Catastini vous en parlera tout à l'heure, donc je ne m'étends pas là-dessus, simplement pour vous dire que maintenant donc des propositions ont été faites quant à la surveillance des cyanobactéries benthiques. Et puis pour conclure, donc, je voulais juste souligner l'importance de la communication par rapport à ces proliférations de cyanobactéries benthiques, puisqu'on est face en plus à un risque de contamination et d'intoxication aiguë. On a vu dans le passé des dérives médiatiques, en particulier sur le Tarn, quand aucune information directe au public était faite. Et ces dérives médiatiques, finalement, elles se font au détriment des gestionnaires locaux. Et donc, sur ma dernière diapositive, là, je vous présente quelques affichages qui peuvent être faits maintenant qu'on a pris en compte l'importance de cette communication. Et j'insiste là-dessus. Donc, une communication qui peut se faire directement sur les rives, qui peut se faire en distribuant des flyers dans les campings, etc., pour informer simplement les touristes que, eh bien, quand il y a des proliférations, on fait attention et on tient son chien en laisse et c'est tout, et ça n'empêche pas d'aller vaquer à ces activités de touristes au bord des rivières. Je vous remercie pour votre attention et désolée si j'ai été un petit peu longue. Merci beaucoup, pas de souci. Du coup, tu peux enlever le partage d'écran et ton diaporama. Merci. Du coup, on voit bien une grande différence entre les cyanobactéries planctoniques et benthiques. Une grande variabilité aussi des conditions de développement. Alors, on a une question sur les observations que l'on peut faire en milieu, sur les rivières. Comment peut-on différencier en gros les biofilms, enfin les cyanobactéries des diatomées? Il faut que tu réactives ton micro, excuse-moi. Vous m'entendez? J'avais désactivé mon micro apparemment. Oui, vous m'entendez? Ah, vous ne m'entendez plus? Oui, si, c'est bon. Si, c'est bon? Ok. Donc, concernant la différence entre diatomées et cyanobactéries benthiques, c'est relativement simple, parce que vraiment les diatomées font des biofilms qui sont également de couleur un peu marron, comme peuvent l'être dans certains cas les biofilms à cyanobactéries benthiques. Mais par contre, les diatomées se développent vraiment toujours en biofilms très très fins qui sont vraiment plaqués sur les cailloux. Et on n'a pas cette structure épaisse et gluante qu'on peut trouver au niveau des cyanobactéries benthiques. Et toute personne à qui on montrera des biofilms à cyanobactéries benthiques sera très rapidement capable de les différencier de ces biofilms à diatomées.
Alors, la confusion, à la limite, elle pourrait arriver plus facilement avec des biofilms à chlorophycée, mais qui sont généralement plus verts et qui peuvent former également dans certains cas des biofilms plus épais, mais c'est pareil, à partir du moment où on forme les gens, on leur fait voir rapidement, ils sont capables de faire la différence. Alors après, théoriquement, à l'oral, comme ça, c'est un peu difficile, mais quand on montre aux gens, on l'a vu, nous, quand on travaillait sur le Tarn, on a travaillé avec des personnes du Sage Tarn et même sur la Loire, quand on montre ces biofilms à des personnes qui ne sont pas initiées, très rapidement, elles sont capables de les différencier des autres biofilms. D'accord. On pourrait donc imaginer une formation directe sur le terrain. Tout à fait. Tout à fait. Ce sont des choses qu'on envisage justement, oui. D'accord. Ok, merci beaucoup.